La forêt amazonienne et ses oiseaux. Leur chant nous apaise, n'est-ce pas? On voudrait fermer les yeux, tout oublier, se laisser embarquer par la mélodie joyeuse. Le chant des oiseaux améliorerait même notre état de santé général. C'est en tout cas ce qu'a démontré une étude canadienne en avril 2021 qui met en lumière les bénéfices des sons de la nature sur la santé mentale et physique de l'être humain. Et la pandémie mondiale l'a bien montré. Il n'y avait pour certains que cela à faire, d'écouter les oiseaux enfin. Et puis face au recul des activités humaines, la nature et tout son monde a repris petit à petit sa place. Alors certes, après ce bouleversement vécu par tous, parler d'une nécessité d'établir un autre rapport à la nature aujourd'hui, d'un autre rapport à l'autre, d'un autre rapport à nous-mêmes, fait acquiescer tout le monde. Mais concrètement, bouleverser nos représentations utilitaristes, transformer nos manières de faire, arrêter de considérer le vivant comme une ressource à tout prix, mais comme un allié de notre passage sur Terre. Concrètement, comment on fait? La réelle alternative à l'exploitation de la Terre, ce n'est pas la protection de l'environnement. Ceci n'en est qu'une étape. Ce sont les interdépendances, les petites révolutions ici et là-bas, et le vivre avec, en somme. C'est ce fil rouge qui relie nos invités ce soir et dont la rencontre aujourd'hui nous invite à penser des actions concrètes pour mieux habiter la planète, pour mieux penser la relation avec la nature. Pour les présenter, je ne donnerai que de grands axes de leur être, de leur philosophie, et leurs propos feront le reste. Autour de la DAPL, donc, María Estela Barco Huerta, qui nous vient de l'État du Chiapas, au Mexique. Travailleuse sociale, elle œuvre pour l'autonomie des peuples à travers son ONG, DESMI, Développement social et économique des indigènes mexicains. Un concept qui la guide, la théologie de la libération. Jean-Paul Sagadou, qui nous vient du Burkina Faso, qui habite aujourd'hui en Côte d'Ivoire, journaliste, prêtre, philosophe, investi dans l'émancipation de la jeunesse africaine, qui a créé les voyages d'intégration africaine à travers un réseau dont il nous parlera, un concept qui le guide, Ubuntu. Et à ma droite, Méthode Gundidza, qui nous vient d'Afrique du Sud, zimbabwéen d'origine, qui lui travaille sur la formation, les connaissances agricoles indigènes, la formation à l'écologie traditionnelle, se rapprocher en somme du rythme de la nature à travers son ONG Earthlore. Son maître mot, à lui, c'est l'harmonie. Alors comme première question, on va s'interroger avec nos invités sur ce qu'est la nature, au fond. Qu'est-ce que c'est la nature ? Qu'est-ce qu'une relation saine et respectueuse à la nature dans votre quotidien? Pour commencer, María Estela Barco Huerta, cette notion de buen vivir dont on entend beaucoup parler depuis ce matin, qui vient tout droit en fait des peuples indigènes des Andes, est-ce qu'elle permet de répondre à cette question? Qu'est-ce qu'une relation saine et respectueuse à la nature dans votre quotidien? Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para mí poder compartir algo de lo mucho que he aprendido entre las comunidades indígenas en el estado de Chiapas, al sur de México, donde llevo 46 años de estar ahí. Y todos estos aprendizajes pues han ayudado también a cambiar y a motivar mi vida y a querer luchar y transformar estas condiciones en las que nos encontramos hasta el día de hoy. ¿Qué es una relación sana? Partimos desde la cosmovisión de los pueblos indígenas mayenses. Para ellos y para nosotros la tierra es nuestra madre. Y partiendo de esta relación y de esta visión, podemos comprender y podemos practicar la vida del día a día. Primero, si concebimos que la tierra es nuestra madre,
no la vemos como solo el medio ambiente o como el planeta Tierra, sino es nuestra madre porque nos da la alimentación, nos da el cobijo y nos da la cercanía con otras personas. Si nosotros concebimos a la tierra como nuestra madre, también la vamos a defender. La vamos a defender de la sobreexplotación que el día de hoy el capitalismo, el imperialismo quiere y está llevando a cabo en los pueblos para continuar con la extracción de los bienes comunes que necesita el sistema capitalista para seguirse reproduciendo. Entonces, vamos a defender a nuestra madre porque de ella depende nuestra vida, no solo la de nosotros como pueblo, sino de toda la humanidad. Desde esta visión de que es nuestra madre, también parten las prácticas que los pueblos y que nosotros hemos aprendido desde ellos, implementar las acciones del día a día para que nuestra madre no se siga deteriorando, que no la sigamos dañando. Una práctica en la que nos sensibilizamos cada día y hacemos conciencia es el no uso de los agroquímicos. No envenenar a nuestra madre, porque si nosotros la envenenamos con los agroquímicos, ella va a terminar, ella va a reaccionar hacia nosotros y ese veneno también queda en nuestros alimentos. Entonces vamos a realizar trabajos de agroecología. Nosotros hablamos más de agroecología en estas prácticas para conservar la vida de la madre tierra, porque de ella depende nuestro alimento, nuestra comida del día a día. También porque las abuelas y los abuelos nos han heredado estos saberes, estos saberes que con lo que se llamó en México la Revolución Verde quisieron acabar, quisieron terminar, trayendo otras prácticas distintas, como con la idea de que se iba a lograr la alimentación de los pueblos, y lo que se logró fue pues el envenenamiento de la madre tierra y la carencia de alimentos, porque al fin la Revolución Verde no logró lo que decía que iba a pretender, terminar con el hambre. Entonces hay esa práctica y esa idea de recuperar los saberes ancestrales, los saberes que las abuelas y los abuelos nos han heredado. En las prácticas de respeto a la madre tierra están el pedir permiso para sembrar, el pedir permiso si queremos cortar un árbol y que necesitamos para la casa, el agradecer la cosecha porque es nuestro alimento con el que nos bendijeron las abuelas, el poder practicar también en el trabajo agrícola, poder practicar la ayuda mutua o lo que en los pueblos también llaman el cambiamanos, es decir, el apoyarse, el trabajar juntos, sobre todo en el momento de la siembra, a veces en el momento de la cosecha, y si no ya solo la familia cosecha el maíz, el frijol. Entre las comunidades organizadas zapatistas también, cuando hay cargo político y los compañeros, compañeras que más salen a reuniones, a capacitarse, también su comunidad, su colectivo ayuda en estas prácticas de siembra o de cosecha, porque ellos también dedican más tiempo a prepararse políticamente para después llevar
esos acuerdos, esas tareas a realizar a su propia comunidad. Por ejemplo, cuando vinieron a Europa hubo un respaldo comunitario para todas las personas que vinieron a visitar Europa en esa caravana que le llamaron la lucha por la vida. Entonces también en los pueblos el buen vivir se traduce como el Lekil, Kushlejal y Chel Tamuk, el buen vivir con gran respeto. Y yo siempre comparto una idea que un compañero Tzotzil me dijo. Yo le pregunté, ¿cómo entiendes el Lekil Kushlejal? Y me dice, el Lekil Kushlejal con gran respeto es, tú tienes una planta y tú piensas que esa plantita tiene vida y tiene dignidad. Así las personas tenemos vida y tenemos dignidad. Y por tener vida y por tener dignidad, nos vamos a respetar, la vamos a respetar. Pero también tú, como quieres esa plantita, quieres su desarrollo, su buen desarrollo, que crezca bien, tú la vas a alimentar, tú la vas a regar. Así es con las personas, así es entre las personas. Como nos respetamos, nos queremos, nos vamos a ayudar a crecer, nos vamos a ayudar a poder vivir bien. Si entre las personas no estamos viviendo en armonía, también la Madre Tierra nos da señales de que no estamos bien, de que tenemos que volver a encontrar esa armonía con la naturaleza. Entonces los pueblos indígenas en Chiapas complementan así el buen vivir. Lekil, Kushlejal y Chel Tamuk, buen vivir con gran respeto, añadiendo la dignidad y la grandeza por el solo hecho de tener vida. Entonces creo que son prácticas, son ideas que nos pueden contribuir a poder encontrar y a poder seguir construyendo este camino del buen vivir, porque no es algo que está hecho, es un proceso que estamos construyendo desde cada quien nuestra realidad. Muchas gracias. Alors je me tourne vers vous, Méthode, je suis sûre que ça vous parle beaucoup, ce que dit Maria Estela. Alors elle l'a rappelé, hein, nous sommes à juste titre, comme Maria l'a rappelé, oui, dans un contexte fragilisé, en tout cas par un contexte mondial où le capitalisme est roi. Justement, Méthode Gunditza, comment aujourd'hui une conciliation, si on peut parler de conciliation entre la nature et l'être humain, peut se trouver si justement on s'adonne aujourd'hui à écouter le rythme de la Terre. C'est quelque chose qui marque, qui est un fil rouge un peu de votre action aujourd'hui à Earth Lore. C'est un travail que vous opérez au sein de l'ONG. On pourrait on va dire le résumer comme ça, avoir un lien avec la Terre et être à l'écoute de cette Terre pour pouvoir agir. Thank you, Clementine, and thanks, Maria, for that beautiful presentation. You have just reminded me about what Alberto said in the morning, in the opening session, when he spoke about dehumanization and denaturalization. And for me, that is like distancing ourselves from being human. Distancing ourselves from the connection with nature is like finding another quality or character that is not human. Thank you very much for sharing that. Speak closer to microphone, please. Okay. We, in EarthLaw, we work a lot with activities that bring us back to connecting with nature, spending time in nature,
so that in these times that we spend time in nature, we can begin to re-establish that connection between us and nature again. When we spend time with plants, with birds, and often without shoes, that we can feel how touching Mother Earth with our bare feet means. We understand from my elders and the elders of other indigenous communities that in most of our creation stories, human beings are said to have come to a system that was already there, coming to an ecosystem that plants were already there and rivers were already there, water was already there before humans. And by being in nature, we inculcate this sense that other living beings like the trees and water are older than us as humans, and that they carry the memory of the quality of the memory of living in this ecosystem. And by being in nature, we go there to actually learn from our elders, the trees and the water and the birds and the other animals. And through their behavior, we can also mirror our own behavior and how we will actually conduct our own behavior as humans. So in Ethro, we work a lot around reviving that knowledge and practice. And we work with elders in South Africa and in Zimbabwe. And I want to share with you one example of the work that we are doing and what it has produced. And Maria did refer to the time when the crops are ready to be eaten. And to show reverence to the earth, to the cosmos, as the elders say to me, when we cultivate crops, we only do that much work. The rest of the work to make the plants ripe is done by the bees, by the air, by the water, and all these other beings make it possible for us to grow and have food. So, when crops are ready to be eaten, we have a ritual. I will translate it into English as a biting ritual, where everyone in the community takes or a sample of crop. This could be corn, this could be ground nuts, and this could be sweet cane, and they come to one place. The elders take it to the mountains in sacred places, put it on the ground, and ask the ground to eat. Allow the ground to eat first. Allow the birds to eat first. Allow the bees to come. Zzz. Allow the monkeys to come in recognition and in appreciation and respect and honor of the fact that these are all human beings, living beings that made it possible for us to eat. And then, after that ritual, we go back and we celebrate and we start eating. It is a ritual that was last done like 40 years ago, and the elders, through the loss of memory, had really forgotten about it. And through the work that we do with the elders in the communities, bringing in the elders, bringing in the young ones, bringing in spiritual leaders, really bringing back the memory of how we can live truly together again with respect to the land, respect to the air, respect to the water, the rivers and the mountains, the beings with whom we share this planet, and without whom life would be virtually impossible. So these are really some of the things that we do on the ground with communities. And
Clementine, you were talking about COVID, and we saw how when humans were restricted to the four walls of our Jura walls or the four walls of our houses, that it did not take time. In our case, it was a matter of 3-4 weeks, and we started to see animals walking on the streets. And again, they were coming back to live with us. However, we are a violent being, and we can't live peacefully with other beings. And that is what I consider to be a fundamental problem in the development trajectory that we are living in right now, where human beings are dominant, and we want to take all space. And yeah, as my colleague says, when we do that, we actually inflict Mother Earth of a disease, and the Earth fails to perform its function responsibly and naturally. And we actually become victims of climate change, flooding, droughts. In our case, we have not had any good season in the past 3 years, since 2019. And it's precisely because of our behavior. Thank you. Ce que vous dites aussi, méthode, peut-être juste pour compléter, c'est de trouver un autre langage avec la nature, peut-être un langage lié au sens. Vous m'avez raconté, vous m'avez livré tout à l'heure une expérience que vous aviez vécue, peut-être juste en faire part en 2 minutes au public de cette fois où vous vous êtes retrouvés pendant 30 minutes dans la nature, interdit de lire, interdit d'avoir son téléphone, juste ressentir. Et ça a été une expérience bouleversante pour vous. Thanks, Clementine. When I tell my personal story and the story of the work that we do in Earthlaw, I find that that was actually my turning point when on the 29th of May in 2014, we did an exercise with a group of friends back in South Africa to step out, go out into the forest, spend 30 minutes, don't think, be there, amplify your sense of smelling, your sense of sight, your sense of hearing, your intuition. Be there and see how big the community of life is outside just humans. And for me, when I had that exercise in 2014, it completely changed my way of understanding, and it builds empathy and a sense of belonging to this community of life that is way bigger than this community of people alone. And then I pursued a journey to learn more and to be nurtured and mentored by my elders back in Zimbabwe, and also the other elders in Venda in South Africa. And I speak to you now not as a chartered accountant that I trained to be, but as a mentee of the elders from my place, learning and following the journey of how it means to be human in harmony with other living beings in the territory. Thank you. Envisager une autre relation à la Terre, forcément, c'est aussi repenser nos interdépendances entre êtres humains, entre nous. Dans le quotidien, alors comment ça se traduit? Par des paradigmes qui nous guident, par des petits actes du quotidien, ou des grandes luttes, ou tout ça en même temps. Souvent, tout ça en même temps. Le paradigme, le concept ou la philosophie d'Ubuntu, Jean-Paul Sagadou va nous aider à y voir un peu plus clair. Est-ce que c'est un bon outil
pour y répondre à ce quotidien? Jean-Paul. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer avec ça? Si vous les avez toujours. Non? Quels sont ceux qui les ont? Ou alors on pourra toujours lever la main. Quels sont ceux qui ont déjà entendu parler du concept Ubuntu? Tout le monde, parce que ça a été dit 2 fois aujourd'hui. Deuxième question. Que signifie le mot Ubuntu? Est-ce que ce mot signifie « je pense, donc je suis » ? Non. Est-ce qu'il signifie « je pense, donc j'agis » ? Non. Est-ce qu'il signifie « je pense » ? Est-ce qu'il signifie « je suis parce que nous sommes » ? Alors, on va peut-être commencer avec une petite vidéo pour nous fixer les choses avant que je ne partage quelques éléments avec vous. Les linguistes et les anthropologues ont relevé qu'existent dans toutes les langues humaines des concepts pour dire le dépassement de soi dans l'interdépendance, pour dire, comme l'écrivait le poète John Donne dans son recueil Méditation en temps de crise, que nous ne sommes pas des îles, et pour rappeler, comme l'a fait Virginia Woolf 300 ans après John Donne, que nous faisons partie de l'océan, que nous n'en sommes pas extérieurs, que l'océan existe parce que la vague existe et parce qu'une vague est constituée d'une multitude de gouttes d'eau que nous sommes aussi. Nous sommes ainsi les gouttes d'eau de la vague, et nous sommes l'océan, une vision que vient déprécier la politique lorsqu'elle tourne aveuglément le dos à une certaine conception de l'accueil et de l'appartenance à une terre et une aventure commune. 2 mots d'origine latine, proches phonétiquement et de signification contraire, témoignent que nous avons toujours le choix entre hospes et hosties, entre l'accueil et l'hostilité, entre l'inclusion et l'exclusion, entre l'embrassement et l'embrasement. Il y a plusieurs années, le philosophe et théologien spécialiste du bouddhisme, Raymond Panicard, avait raconté l'histoire suivante à l'essayiste Christiane Singer. Un Américain en poste en Afrique australe, désireux d'occuper des enfants en leur proposant un jeu, suggéra de faire la course avec, pour le premier arrivé au bout de l'épreuve, une récompense comme il se doit. Les enfants s'élancèrent un à un vers la ligne d'arrivée. Ils coururent de toute la force de leurs jambes et à la surprise générale, lorsqu'ils approchèrent de la ligne d'arrivée, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les enfants ouvrirent grand leurs bras et se saisirent les mains, et dans une grande chaîne solidaire et dans un vent de poussière d'or, écrit Singer, ils coururent ensemble et franchirent ensemble la ligne d'arrivée. Il n'y eut pas de premier, pas de dernier, aucun vainqueur, aucun perdant. L'esprit de compétition inscrit au cœur du sport était pulvérisé. Lorsque l'on interrogea les enfants sur leurs gestes pour vérifier s'ils avaient bien compris la règle du jeu, ils invoquèrent un concept, une notion en usage dans les langues bantoues qui se dit « Ubuntu ». Le terme a été employé par le prix Nobel de la paix Nelson Mandela et par Desmond Tutu pour désigner une notion parente dans nos langues à celle de fraternité et d'humanité, pour désigner que nos destins, quoi qu'il nous en coûte de les envisager ainsi, sont inextricablement liés et que cette co-appartenance à un monde commun constitue la seule manière de penser ce qu'il y a de plus grand en nous que nous-mêmes. Dans la culture Xhosa et dans les langues bantoues, Ubuntu est résumé dans le dicton « Je suis parce que nous sommes, et puisque nous sommes, je suis ». Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, merci beaucoup. Ça nous situe sur ce concept Ubuntu, sur lequel moi je travaille depuis quelques années. Donc, vous l'avez entendu, ce mot désigne une notion proche des concepts d'humanité et de fraternité. Il signifie « je suis parce que nous sommes ». Le principe de l'Ubuntu implique que nous pouvons créer des relations saines basées sur la reconnaissance que dans la toile de l'humanité, tout le monde est lié à tout le monde. Et l'Ubuntu repose sur l'idée que tout dans le cosmos est solidaire et que tout est interdépendant. Autrement dit, rien n'existe véritablement de manière autonome. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec les interventions précédentes,
Dans les traditions africaines, quand le thérapeute africain, celui qu'on appelle aussi le tradit praticien, donc quand le thérapeute africain s'en va dans la brousse pour couper les feuilles dans la forêt d'un arbre pour se soigner ou pour soigner un membre de sa famille, eh bien, il doit d'abord se recueillir devant l'arbre choisi et lui demander pardon de devoir le mutiler. Car, dit le proverbe, l'homme est perché sur la nature comme l'oiseau sur la branche. Et par rapport aux animaux, vous savez tous qu'en Afrique, nous connaissons ce que l'on appelle les totems. Donc il y a des animaux qui sont des totems pour des ethnies, des familles, des tribus. Et il semble que c'est une manière de protéger ces animaux-là. Donc, pour revenir à cette notion d'Ubuntu qui exprime la réalité de la relation et de la communauté sur le continent africain, et qui signifie que je ne peux pas séparer mon humanité de l'humanité des autres. Et il y a un certain nombre de proverbes qui expriment bien cela, que je voudrais bien partager avec vous. Il faut un village entier pour élever un enfant. Une seule main ne ramasse pas de la farine. Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous. Ou encore, la plaie sur le dos, il faut un autre pour te la regarder ou te la soigner. Si tu veux aller vite, va seul, mais si tu veux aller loin, va ensemble avec les autres. L'homme ne naît pas je, il naît nous. Ou encore, un seul pied ne trace pas un chemin. Tous ces proverbes disent quelque chose de cet Ubuntu que nous sommes appelés à vivre. Et ce mot, je l'ai utilisé ces 10 dernières années pour transmettre les notions de communauté, de fraternité, et aussi pour travailler la question de l'intégration africaine avec les jeunes sur le continent entre 17 et 35 ans. Et donc, depuis 2009, nous parcourons les pays africains pour essayer de travailler justement à grandir en humanité ensemble à partir de ce concept Ubuntu qui dit la fraternité, la solidarité, la communion, l'empathie. Et l'expérience a montré que ce concept peut être fructueux pour que nous puissions ensemble travailler à avancer dans ce monde et à grandir en humanité. Peut-être vous l'avez remarqué, un certain nombre d'intellectuels africains ces dernières années, et on peut les citer, par exemple le philosophe Souleymane Bachir Diagne, un Sénégalais, sont des personnes qui nous disent que peut-être pour retrouver un certain sens de la vie, de la communion avec les autres et avec le cosmos, peut-être nous faut-il réinvestir ces symboles et ces imaginaires des traditions anciennes parce qu'elles ont quelque chose à nous enseigner. Et donc, pour moi, une des questions fondamentales qui se pose à notre monde aujourd'hui, évidemment, c'est celle de la mutualité, celle du vivre ensemble. Et je pense que le concept Ubuntu est effectivement fructueux pour nous aider à aller ensemble dans cette aventure du vivre ensemble. Il y a un exemple concret qui a été évoqué là tout à l'heure dans la vidéo. Et donc, vous savez que dans la période post-apartheid en Afrique du Sud, et Méthode est bien placée pour aussi parler de cela, lorsque Nelson Mandela est sorti de prison, la question qu'il s'est posée, c'était de savoir qu'est-ce que je vais faire pour faire de cette nation une nation arc-en-ciel. Alors, il a rencontré une autre figure, le Desmond Tutu, et tous les deux, en fait, ils se sont appuyés sur ce concept de l'Ubuntu pour refaçonner, redonner un visage humain à l'Afrique du Sud. Et donc, nous sommes nombreux à considérer que ce concept
n'est pas un phénomène paroissial et qui déborde les limites, évidemment, de l'Afrique et qu'il est fructueux pour notre monde. Ce matin, vous l'avez entendu, nos amis d'Amérique latine ont évoqué ce concept de l'Ubuntu et je sais qu'il est travaillé aujourd'hui dans cette partie aussi de notre monde. Voilà, donc je considère que notre assemblée, ce que nous vivons ici, est une aventure Ubuntu. Et je pense que ce que nous avons pu nous dire ce matin et un peu aussi cet après-midi dans les ateliers rejoignent fondamentalement ce concept Ubuntu. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. En préparant cette conférence, il nous a semblé important peut-être de revenir sur la pandémie, en fait. Alors oui, certes, on en entend beaucoup parler, mais c'est important de savoir peut-être chacun d'entre vous, autour de la table, de savoir un petit peu dans vos territoires respectifs, dans vos vies au quotidien, ce que la pandémie a révélé de manière très concrète et sur quel plan, aujourd'hui, elle vous invite à agir et à réagir dans vos pays respectifs sur des choses très concrètes ou plus globalement. Voilà, si chacun d'entre vous pourrait pouvait un petit peu nous expliquer comment cette pandémie les a touchés personnellement et plus globalement par rapport à leur travail du quotidien. Peut-être María Estela. Gracias. Bueno, creo que una reflexión personal con la pandemia fue lo frágil de la vida humana. Creo que a todos nos ha tocado por primera vez vivir una pandemia a nivel mundial. También me hizo recordar y creo que estamos frente a una oportunidad de cambiar nuestros modos de vida. Si nosotros no cambiamos nuestros modos de vida, creo que vamos a tener muchas otras más pandemias, como ya lo decían en la mañana. Esto también al menos en mi persona, sin saber todavía el origen real de la pandemia. Si fue algo provocado por los humanos, por los intereses del capital, o si fue algo natural. Pero sea de un modo o sea de otro, creo que nos vino a recordar la interconexión que tiene el mundo. Nosotros en Chiapas decíamos, no, pues empezó en China, es muy difícil que nos llegue. Y en menos de un mes ya teníamos casos de COVID. No vivimos tanto tiempo en encierro y además el encierro fue voluntario. En nuestro caso, como DESMI, solo 4 meses, porque la vida en las comunidades no se detuvo. La gente continuó trabajando, sí cuidándose, pero trabajando, porque su alimentación depende de su trabajo. Nosotros con esto mantuvimos la comunicación con las comunidades, comunicación vía teléfono. En esto nos sirvieron mucho los teléfonos celulares, también para poderles acercar materiales para producir, semillas que necesitaban y también saber si necesitaban alimentación, si les faltaba. Algo que nos dio mucho gusto es que las comunidades con las que trabajamos no necesitaron apoyo en alimentación. Durante esos meses pudieron ser autosuficientes con la producción que ellos ya han venido trabajando.
nos compartían fotos de sus cosechas, foto de lo que tenían, y algunos productos estuvieron llevando a DESMI, ¿verdad? Y los continúan llevando, productos que nosotros compramos en ese tiempo y seguimos comprándole a los compañeros. También creo que fue un recordatorio de la Madre Tierra, de decir, vean lo que están haciendo, de recordarnos que nosotros no somos dueños de la tierra, que ella, creo, nos está dando una oportunidad de cambiar nuestros modos de vida. Yo pienso que este proceso de construcción del buen vivir, el Ekil Kushlehal y Cheltamuk, no se puede vivir sin renuncias propias. Ahora vemos cómo el primer mundo vive de manera distinta a lo que llaman tercer mundo. Quizá toda esta extracción que estamos viviendo en América Latina, en México, en Guatemala, que sirve y la quiere el capital para continuarse, producir energía, la extracción del petróleo, la extracción de minerales, la extracción de agua, y todo eso contamina, pero está terminando con los bienes comunes. Entonces es un recordar, detengan el modo en que están viviendo, y que el buscar un proceso de construcción de buen vivir también va a implicar renuncias a estos privilegios, se puede decir, y encontrar modos de vida más acordes con la armonía con la Madre Tierra. Con esto no quiero decir que vamos a vivir en pobreza o que quiero que todos vivamos en pobreza, pero sí reflexionar cómo se puede hacer este desarrollo, porque no encuentro la palabra, sin afectar la Madre Tierra, sin terminar con los bienes comunes, sin acabar con los bienes, con los minerales, con el agua que todavía nos queda. Entonces creo que la pandemia nos viene a decir cambien. Quizá no tenemos todavía las soluciones, quizá las soluciones las tenemos que buscar entre todos, pero yo creo que sí tenemos que ser unos hijos dignos de la Madre Tierra. Nuestra Madre nos está dando esa oportunidad. Y ella, como nosotros decimos, ella puede seguir sobreviviendo. Los que no vamos a sobrevivir somos nosotros, pero ella nos está dando esa oportunidad. Entonces creo que debemos aprovechar esta oportunidad. No sabemos si van a venir más pandemias, ya empiezan a hablar de otras, pero hay que poner manos a la obra, como decimos, ponernos a trabajar, poner a restaurar los bienes comunes, detener el despojo hacia la Madre Tierra, detener el despojo hacia los pueblos, porque todo eso también vulnera nuestros derechos, y el despojo de unos pueblos va a afectar al resto de la humanidad. Yo siempre digo a las comunidades, lo que aquí hagamos o lo que no hagamos va a afectar en el resto del mundo. Si aquí reforestamos, si aquí cuidamos, si aquí administramos, gestionamos bien los bienes comunes, eso va a contribuir a la salud de la Madre Tierra en el mundo. Gracias. Méthode Gunditza, est-ce que cette pandémie nous a rendus plus forts ou plus fragiles? Je répète. Est-ce que cette pandémie nous a rendus, à votre avis, plus forts ou plus fragiles?
Yeah, my wife got COVID last year in February, and one of the things that we had to grapple with was that it was unsafe to be in hospital. It was safe to be at home and administer home remedies with, in combination with other medications. And I think that that for me was a lesson that we are depending more and more on supplies and other things that aren't within our locality. And when COVID cut off everything, when people couldn't travel, and when food couldn't travel from one region to another, and when farmers could no longer go to the shops to buy seed, for me, it was such a moment of fragility that I felt how vulnerable we have become. But in that moment as well, I also felt and somehow reconnected with the idea that we do need to work towards strengthening local economies and really reducing that dependence on the external elements that make us feel good. As I've said, I experienced that the moment COVID came in March, April, May, it is for us the time to harvest in the south. And it is also time for farmers to prepare for, winter crops like wheat, vegetables, and all that. And as I said, that some farmers couldn't access seed on time because of changes and disruptions to food supplies due to transport limitations and all that. And yet, the work we are doing in the respective communities in South Africa and in Zimbabwe is work around reviving seeds that are suited for local conditions, seeds that we can save on our own and plant from one season to another, ensuring that we become seed independent, we become food independent, that we limit those things that we need from outside. And this is part of the work we are doing with agroecology practices, the cycle of making our own composts, seed saving techniques, local and other borrowed and all those additionals, and making that cycle on the farm work again, from seed to the soil, back to humus and compost, and seed goes to the storage, it comes back to the land again, and that is, that cycle repeats time and again. The seed localizes and naturalizes more and understands the local conditions, and it adapts and it becomes even more resilient. And I think that those journeys that, for example, as a seed, that journey of the seed adapting to local conditions and becoming resilient is the same path that we also follow if we really try and strengthen the local economy, localizing our food systems, localizing our medicine systems, and as we were talking, localizing our understanding of those kinds of relationships between the earth. And I think this is something that I learned a lot from the COVID. So as other communities were complaining about not having had seed on time, the communities we are working with that have
walked that journey of reviving and protecting their own seeds found themselves on the good end of things. And it's these stories that we continue to share with other communities that are not doing that kind of work. Thank you. Alors Jean-Paul, peut-être cette même question, vous qui voyagez beaucoup, en Afrique de l'Ouest en tout cas, entre le Burkina, le Togo, la Côte d'Ivoire, comment s'est passée cette période? Impossible de faire des voyages, par exemple, pour réunir ces jeunes avec qui vous êtes en lien presque quotidiennement. Comment on fait et qu'est-ce qu'on en retire? En effet, la dernière grande rencontre que nous avons organisée, c'était en juillet-août 2019. Et évidemment, depuis, nous n'avons plus eu la possibilité d'organiser ces voyages d'intégration africaine. Il y a un certain nombre d'éléments que je voudrais partager avec vous, de ce que je retiens comme leçon qui déborde le cadre unique des jeunes avec lesquels je travaille. Je pense que la pandémie a introduit dans nos vies, dans nos existences, une sorte de choc, de cassure, peut-être même de rupture, avec un sentiment généralisé de peur, d'angoisse. Et donc, ça a révélé quelque chose de notre vulnérabilité. Et là, la vulnérabilité n'a pas de frontières, elle n'a pas de couleur. On a tous ressenti, on va dire, les mêmes choses. La deuxième chose que je voudrais signaler sur le plan mondial, c'est que l'humanité a pris conscience que nous formons une grande communauté et que nous partageons un même destin, même si nous vivons des choses totalement différentes souvent. Et puis enfin, un élément que m'a inspiré le philosophe que j'ai cité tout à l'heure, Souleymane Bachir Diagne. La pandémie a introduit ce qu'il a appelé une injustice vaccinale, ou d'autres l'ont appelé un nationalisme vaccinal. Et de fait, on a vu surgir ici et là une sorte d'instinct des tribus où chacun spontanément, dans la lutte contre la pandémie, évidemment cherchait à faire pour les gens de son peuple, de sa nation et de son pays. Et donc, à un moment donné, on a senti comme une sorte de manque de solidarité internationale. Sur le plan proprement du continent africain, on a vu que de nombreux États africains ont démontré assez rapidement leur capacité à réagir face à la crise avec la fermeture des frontières, les confinements. En même temps, on a eu le sentiment que cette pandémie a fait ressurgir l'afro-pessimisme, une vision pessimiste du continent africain. Peut-être que beaucoup d'entre vous se rappellent, au début de l'apparition de la pandémie, on a plutôt laissé entendre que si ça arrivait sur le continent africain, et c'est des expressions qui ont été utilisées, les Africains mourront comme des rats. Et je pense que ça a été révélateur aussi peut-être des relations, des différenciations que nous continuons à nourrir dans notre monde avec des prédictions, on va dire, alarmistes sur certaines parties de notre monde. Et puis, il faut le dire aussi, les moyens que nous avons pris pour nous protéger contre cette pandémie, distanciation, confinement, ne correspondaient pas toujours aux habitudes, on va dire, culturelles des uns et des autres. Et donc, ça a été quand même assez difficile pour beaucoup de gens. Les défis que Méthode a signalés me paraissent évidemment pertinents. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense que ça dit aussi l'importance pour les États africains de renforcer la dynamique de l'intégration africaine, du panafricanisme, pour pouvoir faire face à des situations comme celles que nous avons vécues ces dernières années. Donc, il y a des politiques sanitaires à développer, pas chaque pays dans son petit coin parce que les moyens sont limités, mais qu'ensemble, il est possible de pouvoir faire face à ces pandémies-là, comme celles que nous avons connues
et que nous connaissons encore. Donc voilà, il y a un gros travail à faire du côté de l'Afrique, de coordination entre les pays pour pouvoir faire face à des crises comme celle du Covid-19. On peut peut-être passer aux questions, parce que s'il y en a, je ne sais pas, sauf si vous êtes, je sais pas, très attentifs pour encore écouter nos invités. Ils ont encore plein de choses à dire, mais je pense que ça peut être bien qu'on crée un petit échange avec la salle. Vous voulez un micro ? Peut-être celui-là qui est mobile. Merci pour vos interventions. Merci pour vos interventions. Ma question va vous emmener un peu à zoomer vers le local. J'aimerais savoir de vos avis que pourrait apporter le rural dans la nouvelle façon d'habiter la planète. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, peut-être que... Ouais, peut-être une... Ouais. Deuxième question. C'est monsieur Genziga ou... Voilà. Voilà, je ne sais plus le nom. Comment non, mais c'est bon. Je voulais juste savoir comment vous avez fait face à la pandémie, étant donné que c'est vrai que les pays africains n'ont pas eu les mêmes manières, enfin les mêmes outils, je vais dire, de prévention pour pouvoir faire face, vu le manque de moyens dans ces pays-là, malheureusement. Et est-ce qu'il y a eu quand même autant de morts? Parce qu'on ne sait même pas, parce que je sais que sur les pays européens, c'est vrai, on savait beaucoup plus. Mais sur ces pays-là, est-ce qu'il y avait un grand nombre de décès? Est-ce que vous avez pu vraiment faire face de manière à ne pas en souffrir trop? Voilà. Et surtout aussi par rapport... comment dirais-je justement à l'alimentation, tout ça, étant donné qu'ici quand même on a eu des moments assez difficiles, que même les gens se sont jetés sur les magasins pour faire des réserves, comme si c'était une vraie guerre, bien que c'était la guerre quand même de la santé. Voilà. Peut-être une dernière question ? Oui, il y avait monsieur là-bas. Bonjour, merci pour vos interventions. Je suis très satisfait en tout cas de ce que j'ai entendu par les différents intervenants. Et je voudrais un peu faire le lien par rapport à ce qu'ils ont dit. Et je voudrais juste poser la simple question pour dire quelle est la place de tout ça dans le milieu scolaire, dans l'école. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ces écoliers et ces écolières qui nous écoutent et qui voudraient avoir un avenir meilleur que ce peut-être que nous avons vécu durant cette pandémie. Merci. Je pense on prendra un second tour de questions, si ça vous va. Ça peut faire beaucoup après pour nos... Bon, à une dernière, du coup. Hi, everyone. So, does it work? Yeah. Okay, excellent. So, I'm going to talk about the Tunisian experience during the COVID, just 1 minute, so fast, before asking my question. So, for the ones who doesn't know Tunisia is in the North Africa country, one of the smallest country with 12 million population. But unfortunately, during the COVID, we were one of the top 5 worldwide country with the fastest death rates. That was because Tunisia is so dependent to the north. We don't have food sovereignty. We don't have energy sovereignty. So we were suffering a lot.
So during the COVID, we didn't have access to oxygen. We had a really bad healthcare infrastructure, so that was one of the worst experience for the COVID. So my question is about the l'interdépendance. So how you see the dependence between the South and the North? The relationship between the South and the North, it's quite peculiar. So at one point we were thinking that North Africa have a great relationship with Europe as a partner and comme des voisins. But during the COVID and for the moment with the Ukrainian-Russian crisis, we discovered that we have a huge problem with sovereignty. So when you don't have food sovereignty, you're going to suffer. And when you have crisis, everyone will think about themselves, which is legitimate. But I think it's time to rethink about that globalization and interdependence. And waiting for Jean-Paul and Maria and methods to maybe reflect about that, the interdependence between the North and the South. Thank you. Merci. Peut-être qu'on peut relier d'ailleurs ces deux questions sur la question de la ruralité, de comment parce que qui dit rural dit aussi parfois peut-être local en tout cas. Donc peut-être relier ces deux questions sur la place du rural aujourd'hui et comment concilier ces interdépendances entre le Nord, le Sud, en tout cas les pays du Sud et les pays du Nord. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Peut-être Jean-Paul, et puis vous compléterez. Peut-être qu'on peut commencer justement par la dernière question. Moi, je suis d'accord avec votre analyse. La plupart des Africains, à cause de la pandémie, ont pensé qu'on avait fait un recul en arrière dans les relations avec le reste du monde. Et donc, du coup, que cette interdépendance-là, qui est quand même réelle parce qu'on a besoin de partager les ressources de la planète, qui a un certain nombre de ressources du Sud qui sont exploitées par le Nord. Mais je pense que, comme je l'ai dit, il me semble que personne ne s'attendait vraiment à cette crise-là et à son impact sur nos vies. Et donc, spontanément, je pense que c'est naturel, il y a eu une sorte de repli sur soi. Peut-être qu'on aurait pu rebondir rapidement. Je pense que ça a été fait d'une manière ou d'une autre, au moins avec l'effort de fournir les vaccins pour le reste du monde. Et donc, pour moi, cette question de nos interdépendances reste encore un défi en termes de reconnaissance, reconnaître que nous sommes vraiment interdépendants, que nous ne pouvons plus continuer. Et donc, je suis d'accord qu'il faut repenser la mondialisation et en favorisant surtout la face humaine de cette mondialisation. Pour ce qui concerne la question du rapport, on va dire, à la terre, le rural, sur le continent africain, moi je pense qu'il faut réinvestir certaines pratiques du passé. Et par exemple, la question de l'animisme. Mais il faut d'abord la déconstruire. Parce que je crois qu'il y a eu une projection de l'imaginaire occidental sur un certain nombre de pratiques sur le continent africain qui n'ont pas totalement correspondu à la réalité. Et donc, c'est si vrai que dans l'imaginaire des gens, le paysan, c'est l'homme, comment on va dire ça, on a tellement valorisé l'intellectuel, celui qui va à l'école, qu'on a complètement négligé, on va dire, toute la partie du monde rural. Donc je crois qu'il y a un travail de déconstruction à faire à ce niveau-là. Et remettre en place le vrai sens de l'animisme, qui est une autre manière, en fait, d'entretenir notre rapport à la terre et à la nature. Et pour ce qui concerne la question de l'impact de la pandémie sur le continent,
Bon, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut peut-être partager. D'abord que la réalité de cette pandémie n'était pas, on va dire, en termes d'impact identique dans tous les pays. On vient de parler de la Tunisie, qui a souffert, on va dire beaucoup, mais aussi l'Afrique du Sud. Ça a été très difficile. Globalement, pour les pays africains, il faut noter quand même que 65% de la population est composée de jeunes. Et donc je pense qu'au fur et à mesure qu'on apprenait un peu plus de la pandémie, on a compris aussi qu'il y avait peut-être cette résistance-là liée à la jeunesse du continent, mais qu'on a aussi peut-être bénéficié de l'expérience des autres pays en prenant un certain nombre de mesures, certes qui ne correspondaient pas toujours aux habitudes des gens, mais sans doute que cela a beaucoup aidé. Sinon, de manière concrète, c'était difficile. D'abord, nous n'avons pas toujours forcément les moyens de faire des réserves pour une semaine ou pour un mois. On n'a pas forcément les moyens de conserver la nourriture. Donc ça a été très difficile. Et il y a eu comme une sorte de mésentente entre les populations et les politiques. Les politiques qui tendaient à reproduire de manière presque mimétique les mesures barrières qui étaient proposées en Occident, alors que ça ne correspondait pas forcément au contexte local. Et donc on a senti de la résistance. Je vois par exemple le Burkina Faso à Ouagadougou, il y a des marchés qui ont été fermés et en fait les commerçants se sont redéployés dans un autre espace pour ouvrir le marché parce qu'il fallait continuer à vivre. Et donc je pense que voilà, en fonction des espaces que nous habitons, évidemment la réalité n'est pas toujours la même et les moyens pour lutter contre des pandémies comme celles que nous avons connues ne peuvent pas être identiques. La question de l'école, je crois que ça a été très difficile pour beaucoup de pays africains parce qu'on n'a pas encore une évolution ou une révolution technologique qui permettait de faire face en proposant des alternatives. Ce que j'ai remarqué dans un certain nombre de pays, c'est qu'il y a des enseignants volontaires qui ont proposé de continuer des cours à travers des chaînes de télévision. Et donc, la plupart des familles ont la télévision à la maison. Et donc, il y a pas mal d'enfants qui pouvaient continuer à suivre une formation en étant à la maison. Mais voilà, tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas une tablette pour avoir des cours à distance proposés par les établissements scolaires. Donc ça a été difficile sur le plan scolaire pour beaucoup de pays. L'Internet aussi. Oui, évidemment, oui, ça ne marche pas comme il... On peut avoir peut-être un ordinateur, mais le débit d'Internet ne permet pas de pouvoir avoir accès à un enseignement qui est donné à distance. Bueno, yo solamente agregaría que creo que también este sistema capitalista ha desvalorizado mucho el trabajo campesino. Y en esta parte de deconstruir y de reaprender, también creo que tenemos que luchar mucho por valorar el trabajo campesino y valorar mucho más el trabajo campesino que hace respetando y protegiendo a la madre tierra, porque como también decían en la mañana, no todos los campesinos trabajan igual. Hay campesinos que usan mucho agroquímico para abaratar producción o generar más producción. Entonces, el trabajo campesino que protege a la madre tierra es el que tenemos que valorizar. Yo sé que a veces tiene que ver con nuestra economía y, por ejemplo, a veces preferimos comprar 1 kilo de jitomate a 8 pesos que a 20, que es un jitomate orgánico. Pero si lo vemos como ese contribuir al cuidado de la madre tierra, podemos darle otro valor. Y bueno, también soñamos con que a nivel mundial podamos conseguir precios realmente justos para la producción campesina. En la pregunta de la escuela, bueno, creo que decíamos que no hay recetas, pero
en San Cristóbal de las Casas, a partir de la pandemia, hay maestros o en los barrios han crecido mucho los huertos urbanos, donde tratan de involucrar a los niños, los maestros, para esa reconexión con la tierra. Nosotros estamos experimentando apenas el trabajo con los niños en las comunidades, también para recuperar ese amor por la tierra, que cuando crezcan no tengan la idea de migrar, sino que realmente cuenten con herramientas, con técnicas para producir en su tierra, que valoren y que aprecien ese trabajo con la tierra. Hay maestros de comunidades zapatistas que también tienen esta intención del trabajo con niños y jóvenes para que no migren y para reconectar con la tierra y poder recuperar otra vez los saberes de los abuelos en la producción sana de alimentos. Por ejemplo, a los niños les preguntamos qué les gusta comer y ellos dicen, me gusta comer monte, como para decir, me gusta comer verduras, ¿verdad? Verduras que se producen aquí. Entonces creo que esa puede ser una idea y pensar cada quien desde nuestros contextos cómo podemos ir involucrando a los niños y a los jóvenes en esta reconexión con la madre tierra. Y bueno, cifras en México ya ahorita no sé cuántos, creo que en los meses más fuertes de la pandemia nos íbamos acercando a 500,000, creo que lo más fuerte fue en las ciudades. San Cristóbal de las Casas sí tuvimos fallecimientos, sobre todo los primeros meses. En las comunidades también hubo fallecimientos, pero las comunidades hicieron uso de sus plantas medicinales. Ellos a veces saben o intuyen qué planta les puede curar. Entonces, de las plantas que hay en la región, ellos buscan y buscaron cuáles les podían curar y fue lo primero que acudieron, porque mucha gente no acepta las vacunas, ¿verdad? Porque ahí viene la enfermedad. Entonces, con las plantas medicinales que tienen es con las que se curan, y también hacer microdosis en base a, por ejemplo, en base a 14 plantas, y son muy buenas para salir del COVID. Yes, I will just add a little bit to the question on how can rural life inform our behavior even in the urban areas. And in Ethlo, again, we encourage each other that whether we are rural or we are in urban areas, drawing from the understanding that we are part of nature and that nature is around us wherever we are. Have a small garden. If you don't want to grow tomatoes, put flowers. And in that small space, and which rural people have the privilege because they have got large spaces of land around them. In that small space in a garden with flowers and some other plants, tomatoes, lettuce, or whatever they are, you will begin to experience the community of the flowers and the bees that come there. And as you work with the soil to make those flowers and those plants happy, you almost are as good as someone who lives in the rural area who has the privilege of experiencing this on a large scale. But I think that even in urban areas, we have the opportunity to continue to nurture our relationship with nature in those small ways. So that's one thing I wanted to add there.
And with regards to the question on how did you face the pandemic knowing that Africa wasn't ready for it health-wise, indeed it was a difficult time. And as my colleague Jean-Paul has said, South Africa was the hardest hit in Africa. I mean, I don't have the actual statistics of how many people died, but those who got infected, including my wife, ran into millions of people. It was a very scaring situation, and as I shared earlier, that it was better to be at home than to be in hospital, and that is how sad and how vulnerable we became. But I think that our governments did their best, knowing that our health systems were not as good as others, to be able to support a full-scale infection of COVID. And therefore, the restrictions of COVID became very, very, very harsh. And that's why I was sharing with you instances when food could not even travel from one region to another. Food markets in towns were abolished, and it was a crisis. But I think that also contributed to the fact that in the end, COVID didn't really come out as bad as it came out in other countries. That's really my view on that. What is the place of all this in schools? We try to work with this idea that whatever we do, we consider to do it in schools too, but sometimes as change agents, we are few, we are not many enough, we are not too big enough to be able to cover all aspects of and the whole spectrum of the population. So as EARTHLAW, something that we try to do is that whatever we are doing with the elders, the men and women, I was glad about this impression that Pega gave this morning. She said, the children, they raised their hands, said parents raised their hands, elders and all that. And we try to work with this spectrum that if we have activities in the community, apart from having to have something specific for the school, we bring the children also to the activities that we do. So we try and do activities during weekends, and when we have celebrations, big celebrations around seed and food festivals, the children actually contribute to put some of the displays that their parents will be putting. We recognize that children do not just belong to schools, but they also belong to families. So by working with families in such a way as to ensure the participation of children within the family setup, we think that that's also helpful, as we can't reach out to schools as an organization in terms of our size. Thank you. Encore des questions? Bon, on peut encore prendre 2 ou 3 questions, mais rapidement. Peut-être cibler sur un des intervenants, si c'est facile pour vous, pour éviter de... Voilà, pour être un peu plus... Alberto, je crois qu'on va vous donner la parole, forcément. Là. Ah non, ici, après on pourra vous passer le micro. Okay, bonsoir, moi c'est Ludovic Sawadogo du Burkina Faso. Je m'adresse à Madame Maria du Mexique concernant le système capitaliste. En fait, je me demande, est-ce que ce n'est pas le système éducatif à l'école qui entretient le système capitaliste? Parce que quand vous rentrez dans une salle, chacun s'assoit dans la même place à chaque fois, dans certains endroits. Et lorsqu'il y a des devoirs, chacun fait son devoir individuellement. Et les notes aussi sont individuelles. Est-ce qu'on ne devrait pas introduire la notion de travail d'équipe plus dans le système éducatif, la collaboration, pour que les gens puissent collaborer, parce que nous sommes de divers profils ici. Et je pense que cette approche-là
peut nous aider à atteindre les objectifs de développement durable. Deuxièmement, concernant la question de l'agriculture, nous parlons beaucoup d'innovation, de technologie, et chaque fois qu'il y a une innovation, et qu'on fait et que ça marche, 2-3 ans, par exemple, pour les pesticides, vous utilisez 2-3 ans, ça marche, la 4e année, le sol est totalement détruit. Et ça a des conséquences désastreuses. Est-ce que ce n'est pas maintenant temps de réveiller les techniques anciennes d'agriculture, d'engrais? En fait, au Burkina Faso, dans telle région, on utilise peut-être tel matériau, peut-être de la cendre. Au Mexique, on utilise ça. On utilise ça, on utilise ça. Et cette approche pourrait aider les industries des pesticides. Peut-être qu'ils n'ont pas de solution. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va fermer ces industries. Parce qu'il y a des gens qui se nourrissent, qui nourrissent leurs enfants. Donc, trouver une approche de collaboration pour aider ces industries de pesticides à rentrer dans une transition écologique. Et mettre à jour aussi les aptitudes, ceux qui travaillent, les former à s'adapter à cette approche écologique. Parce que la nature est déjà parfaite. La nature nous a déjà montré qu'elle est déjà parfaite. Elle n'a pas besoin d'être modifiée ou améliorée. Nous devons seulement apprendre à vivre, manger, se nourrir et transmettre aux générations futures. Okay, merci. Je pense que ce que vous dites vient aussi un peu résumer en fait ce qu'ont dit nos invités. En fait, le temps est compté. On va prendre une dernière question. Peut-être, je disais, bien sûr, on donne la parole à Alberto Acosta, qui nous vient de l'Équateur et qui a théorisé cette notion du buen vivir. Donc, c'est important de l'entendre aussi ce soir. Rapidement, ce sera la dernière intervention. Sí, muy rápidamente. Hay muchas cosas que habría que comentar de las exposiciones de la compañera y de los compañeros. Voy a ser muy rápido y preciso. En primer lugar, me parece que deberíamos aceptar la invitación de Jean-Paul para embarcarnos en la aventura del Ubuntu. La gran tarea que tenemos nosotros es construir o reconstruir relaciones de comunidad humana, vínculos humanos, volver a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y entenderlos como compañeros en la construcción de nuevos mundos. Un segundo punto fundamental que creo yo es tenemos que aceptar que en la tierra no faltan alimentos. Existen, sabemos, existe un número muy elevado de personas que se va todos los días a sus casas con hambre. 1.000 millones o más de 1.000 millones de habitantes. Vivimos 7.6 mil millones de personas en el planeta y producimos alimentos para 10.000, 11.000 millones de personas. ¿Qué pasa? Hay un enorme desperdicio. Hay gente que no tiene dinero para comprar alimentos. Producimos alimentos para los automóviles, los agrocombustibles o biocombustibles. Creemos que los avances tecnológicos son la solución, los organismos genéticamente modificados o la revolución verde que están acabando con la biodiversidad. Y producimos alimentos para la especulación. El 70% de los cereales que se comercializan a nivel mundial están en el mercado de futuros, como decimos los economistas. Es especulación. Son alimentos que ni siquiera se han producido ni se han sembrado y ya están vendiendo, no para atender las demandas de los seres humanos, sino para la especulación. Esa es la esencia del capital. Acumula, incluso sacrificando la vida de los seres humanos y de la naturaleza. Y un tercer punto, deberíamos hacer todos una memoria de lo que hemos vivido con la pandemia. En cada uno de nuestros países. En mi país, en Ecuador, en el momento más duro de la pandemia, el gobierno prefería pagar la deuda externa al Fondo Monetario Internacional cuando no había dinero para la salud. Y en la ciudad de Guayaquil, la gente se moría en las calles. En la ciudad de Guayaquil, una ciudad muy grande de mi país, cuando alguien se moría en su casa, no había quien le vaya a recoger el cadáver. Y le tenían forrado de bolsas de plástico con hielo para que no se pudre en la casa. Esa es la realidad. ¿Cuántas familias sufrieron y cuántos sufrimos nosotros? Hagamos una memoria de lo que ha sido la pandemia.
Yo anoto un asunto y concluyo. La humanidad hizo un enorme esfuerzo, sobre todo los países ricos, para desarrollar las vacunas y no se ha levantado todavía la patente de las vacunas. Y un asunto grave. Yo estoy de acuerdo que se hagan esfuerzos, no quiero analizar si es el camino adecuado o no, pero hay algo que no tiene una respuesta todavía: la malaria. 241 millones de personas se contagiaron en malaria el año pasado. La malaria cerebral está afectando a millones de jóvenes durante toda su vida. Para esos sectores parece que no hay interés del mundo del poder para encontrar una vacuna, para encontrar una respuesta. ¿Serán acaso esos grupos, sociedades desechables? Pensemos sobre estas cosas y les agradezco por la oportunidad y por todos los aportes que han realizado la compañera y los compañeros en la mesa. Merci beaucoup. Je vais conclure en vous glissant des phrases avec lesquelles vous pourrez partir, des phrases que vous avez peut-être notées. Trouver un autre langage avec la Terre, écouter la Terre, reconnecter avec ses sens, célébrer la nature et son monde, protéger les totems, renouer avec les anciens, poser des questions, accueillir l'empathie, expérimenter l'Ubuntu, réinvestir les symboles et les imaginaires, transmettre la fraternité, réinvestir les pratiques passées, prendre conscience de notre vulnérabilité, grandir en humanité, et ça c'est personnel, je rajouterais s'aimer. Merci beaucoup.